Sunday Night Production. Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la 2e saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui œuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, la saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes des coulisses du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès et partagent les moments plus difficiles au plus près des coureurs. Aujourd'hui, place à la santé et à la nutrition. On va dresser le menu d'un coureur cycliste pour faire la peau au mythe des pastas al dente à toutes les sauces. Comment prévenir plutôt que guérir quand on affronte le froid, la pluie, la canicule et les longs kilomètres. Bonjour Jackie Maillot, bonjour Lucas Papillon. Pour l'instant, j'ai dressé un portrait global. Jackie, toi, tu as exercé, attention, à la Salpêtrière à Paris. Tu as été interne en gynécologie. Tu as mis au monde Arthur Vichot, champion de France en 2016. Ouais, c'est ma plus grande fierté d'ailleurs. Personne n'a coupé mes introductions juste là, mais alors là, toi, tu as totalement le droit. Mais comment c'est possible ça ? Le hasard, je connaissais ses parents, notamment sa mère. Et puis voilà, ça arrivait vraiment un hasard. J'étais interne de garde. En plus, c'était mon premier accouchement. Donc je pense que j'ai eu plus mal au ventre que sa maman. Ouais. C'était impressionnant. Ouais. En tout cas, sa maman un petit peu était vraiment inconsciente de me confier l'accouchement et la naissance de son premier enfant. Voilà. Puis, non, mais ça reste une belle aventure, une belle anecdote. Ouais. Eh oui, c'est fantastique, ça s'invente pas en tout cas. Ouais. Je suis resté très proche de lui. En plus, c'est quelqu'un de bien. Oui, complètement. L'histoire est incroyable. T'as ensuite été conseiller auprès de Thibaut Pinot, bien plus tard, bien sûr, et de l'équipe avant d'intégrer la structure à temps plein en 2015, c'est ça ? Oui, fin 2015. Et donc, tu es aujourd'hui, bien sûr, la référence dans le milieu. Tu es le médecin de l'équipe Groupama FDJ. Lucas, oui. Tu as été coureur au sein du CC Tube. Tu as suivi tes études en parallèle. Oui. Passionné de cyclisme, tu as donc intégré le pôle médical de Groupama FDJ en 2021. Oui, tu es nutritionniste. Voilà. On y est. Les présentations sont faites. Démarrons cet épisode du podcast Face à Face par Groupama avec la première question commune à tous nos invités. Que vous inspire l'endroit où nous sommes ? Le bus, Jackie ? On y passe beaucoup d'heures, beaucoup, en tant que médecin. Donc, c'est un peu notre lieu de vie en course. Je pense que je passe beaucoup plus d'heures qu'à l'hôtel ici, sauf pour dormir, bien sûr. Bien qu'on ait des petits coins pour dormir, pour se reposer. Derrière, là-bas. Mais ça reste secret. Lucas ? Et ouais, je rebondis un peu sur ce que dit Jackie. C'est un petit peu un lieu d'intimité dans le sens où on est souvent en déplacement et puis le bus, c'est un peu l'endroit où on retrouve tous les jours nos mêmes repères. Donc ouais, c'est l'endroit où on se sent bien et puis où on a nos repères pendant les déplacements, on va dire. L'endroit où tout le monde se réunit en fait pour les petites confidences, on l'a bien compris. Jackie, ma première question, c'est quoi la différence entre un médecin d'équipe et un médecin généraliste ? C'est deux métiers complètement différents. Autant il y a 20 ans, je dirais que c'était l'un pouvait faire l'autre, et maintenant la médecine du cyclisme a tellement évolué, ça devient une telle spécificité, un tel accompagnement très spécifique, parce qu'on a décrit beaucoup de pathologies et beaucoup de problèmes liés à la pratique intensive du cyclisme, que maintenant c'est une vraie discipline. Et quand on est dans un groupe comme Groupama FDJ, dans une équipe comme Groupama FDJ, il faut vraiment mettre en place toutes les attitudes préventives que l'on peut. Ça va de la nutrition à la kiné, à l'ostéo, à la gestion avec les entraîneurs, à la gestion de la charge de travail. Et voilà, donc c'est vraiment un métier complètement différent. Je dirais que j'étais médecin généraliste pendant 20 ans, et ça me sert à soigner les petits bobos, quoi. Voilà, donc toutes les pathologies infectieuses, les petites plaies, tout ça, c'était mon quotidien aussi, ou presque. Donc quand j'étais médecin généraliste, mais il y a une telle évolution très spécifique à la pratique du cyclisme que la médecine du sport, notamment dédiée au cyclisme, est vraiment une spécialité maintenant. Tu ressens la même chose, Lucas ? Ouais, alors moi du coup ça va plus peut-être sur la nutrition, mais effectivement c'est on a la chance dans le vélo d'être peut-être le sport presque le plus développé en nutrition. Donc du coup c'est sûr que s'occuper d'athlètes c'est très différent que de s'occuper de personnes lambda qui vont avoir des thématiques plus communes en tout cas, et ça permet d'aller vraiment avoir une relation vraiment pluridisciplinaire et d'aller avec l'athlète plutôt très loin dans le détail, plus qu'on peut le faire avec une patientèle normale, ouais. Donc c'est un peu à la pointe. Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, peut-être, c'est que finalement, vous êtes là en accompagnement, vous n'êtes pas forcément là pour, en tout cas, Jackie, améliorer la performance, en fait. C'est ça. C'est l'idée, c'est de soigner, mais en même temps d'optimiser tout ça. C'est toujours compliqué. Hein.
Dans notre travail de tous les jours, c'est pas du tout compliqué. Donc, il y a une ligne à ne pas franchir, c'est évident. Et moi, mon travail, c'est essentiellement donc mettre l'athlète, le coureur en bonne santé. Pour être performant, faut être en bonne santé, c'est la condition sine qua non. Encore une fois, ça va de la nutrition, mais à tout l'accompagnement, ça va de la psychologie jusqu'à l'intestin, je dirais. Voilà, donc mon but est justement de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il exploite le maximum de son potentiel physiologique, génétique. Mais oui, donc forcément, indirectement, on améliore la performance. Mais en tout cas, donc maintenant, et dans l'équipe Groupama FDJ, l'éthique, je dirais, parce que revenons à ça aussi, parce que ça a entaché quand même beaucoup le métier de médecin du cyclisme ou même le cyclisme tout entier, que maintenant, dans notre groupe, c'est la priorité numéro 1. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, mais est-ce que quand tu te présentes auprès de gens et que tu dis je suis médecin d'une équipe cycliste, est-ce que c'est le premier, est-ce qu'il y a encore des préjugés sur des choses? Est-ce que c'est les premières choses qu'on te donne ou est-ce que le regard a un peu changé là-dessus? Alors avant, on nous en parlait tout de suite. Maintenant, il se passe au moins 30 secondes avant qu'on nous en parle quand même. Non, bien sûr qu'on nous en parle toujours, voilà. Bien sûr qu'on nous en parle, et malheureusement. Et quand on leur dit un petit peu tout ce qu'on fait dans le cyclisme, alors là, voilà, tout l'accompagnement, j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup de médecins du football, et quand on leur dit tout ce qu'on fait, tout l'accompagnement qu'on met en place, ça va du sommeil jusqu'à bien sûr la nutrition, qui est certainement l'élément primordial, hein, bien sûr, mais tout l'accompagnement sur la prévention de toutes les pathologies induites par la pratique du cyclisme à haut niveau, ben là, ils sont très étonnés, quoi. Et maintenant, je dirais que c'est un peu prétentieux, mais on va presque servir de modèle à d'autres disciplines. Et c'est ce que Lucas disait, on va revenir avec toi, Lucas, sur ça d'ailleurs. Mais en plus, toi, tu as un parcours assez incroyable. C'est-à-dire que t'as fait... Non, mais t'as eu combien de vies, Jackie, en fait? Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai connu plein de disciplines. Ça va du sport automobile au foot, plein de choses. Ouais. Non, c'est une vie très riche professionnelle, vraiment très riche. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que tu peux dire que le cyclisme est à la pointe dans ces domaines, en tout cas. Oui. Je suis sollicité dans le football et tout ça. Et quand je vois ce qui se fait, vraiment, on peut être très fier de ce qu'on fait dans le cyclisme. C'est évident. Lucas, je disais, on fait la peau au pasta al dente. Ouais. C'est ça? Ouais, il y a pas mal d'idées reçues, oui. C'est un milieu qu'on est bien jonché, et puis le cyclisme est un sport qui est rempli d'histoire finalement, rempli de mythes, etc. Et il y a vraiment des choses à déconstruire et ramener une vision qui est peut-être plus cohérente, plus saine finalement. Et puis, oui, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Ouais. Concrètement, comment tu mets les choses en place, toi? Concrètement, il faut déjà apprendre à connaître le coureur. Tous sont différents, ça part dès qu'ils sont petits avec leur éducation nutritionnelle, etc. Ils ont tous des modes de vie différents, des façons de s'alimenter différentes. Et faut appréhender la personne, comprendre quelles sont un petit peu les choses qu'on peut améliorer, les choses qui peuvent la mettre en défaut dans sa pratique sportive ou même sur sa santé. Je rebondis un petit peu sur la question d'avant, mais Jackie m'avait toujours dit que pour être performant, il faut déjà être en bonne santé. Donc finalement, Jackie, c'est un peu la base et après, je construis par-dessus. Mais disons que faut appréhender le coureur et puis après, on met en place des questionnaires, on met en place de l'échange avec l'athlète pour voir les petits points qu'on peut améliorer. Et une fois qu'on les tient, faut faire comprendre à l'athlète comment il peut les corriger et pourquoi c'est intéressant de le corriger. Et nous, la politique dans la nutrition, c'est quand même de plutôt les rendre autonomes. On tient à être pédagogique avec l'athlète, donc ça demande du temps, ça demande de l'échange, ça demande de la documentation, ça demande tout ce qu'on peut mettre en place pour que finalement l'athlète s'approprie un petit peu ses notions et qu'on ne soit pas tout le temps derrière son dos à lui faire son menu ou à lui préparer son assiette, mais plus que lui, au quotidien, adopte les bons réflexes et puisse s'inscrire dans une bonne démarche nutritionnelle. Ouais. Ça permet aussi d'avoir moins l'impression d'avoir des restrictions peut-être aussi, c'est-à-dire que ça rentre dans un quotidien normal pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y en a beaucoup finalement des restrictions? Non, il n'y en a pas beaucoup. Ça aussi, c'est l'idée reçue générale sur la nutrition dans le sens où quand on dit on est nutritionniste, on va nous faire croire tout de suite qu'on va faire manger des pommes et puis des graines. Et des pâtes. Exactement, ouais. Mais finalement, une nutrition qui est saine, c'est une nutrition qui est variée, qui est équilibrée, qui socialement est acceptée par l'athlète. Donc, encore une fois, tous les athlètes sont différents, tous ne mettent pas l'engagement dans la nutrition au même niveau. C'est aussi à nous de s'adapter à ces athlètes et puis s'adapter à eux ce qu'ils sont prêts à mettre en place. Mais en tout cas, on a vraiment une vision
où pour nous, la nutrition doit vraiment rester un plaisir. C'est quand même un art de la table, socialement, c'est important. Le vélo, ici, on connaît tous un petit peu le vélo. C'est un sport qui est très compliqué, qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement. Donc, on va pas leur demander de, en plus, se rajouter une grosse charge mentale par rapport à ça. Donc oui, on a vraiment une vision quand même de dédiaboliser un petit peu l'image de la nutrition et que l'athlète arrive à joindre l'utile à l'agréable finalement en se trouvant finalement dans une nutrition qui lui plaît, mais qui est adaptée. Comment vous travaillez tous les deux en commun au quotidien? Justement, c'est quoi vos échanges? Qu'est-ce que vous vous donnez comme information et l'un et l'autre? Il y a deux axes de travail. Lucas fait ce qu'on appelle un inventaire alimentaire, c'est-à-dire qu'il part des habitudes alimentaires et des goûts du coureur et on va essayer de les optimiser de manière à ce que la nutrition soit adaptée justement aux besoins. Ça veut aussi dire que le coureur doit tout te dire, Lucas. Il doit rien te cacher. Oui, il faut une certaine relation de confiance et je rebondis sur la question d'avant, c'est justement une fois que le coureur a compris qu'on n'était pas là pour le priver de choses, mais qu'on était là pour, au contraire, comprendre comment il fonctionnait et lui apporter des choses qui peuvent lui permettre d'améliorer sa nutrition et qui lui, d'améliorer sa santé, sa performance, son bien-être. En général, ils arrivent facilement à rentrer dans le jeu. En tout cas, je trouve qu'on a plutôt bien réussi depuis 3 ans où on a commencé à développer la nutrition dans le sens où il n'y a aucun coureur qui est traumatisé par le nutritionniste, j'ai l'impression. Donc, visiblement, ils sont plutôt en phase avec nous. Je pense que c'est important que le coureur comprenne que sa nutrition, c'est la base c'est son assurance vie pour performer. C'est-à-dire, c'est à partir de là, de son hygiène de vie, dont la nutrition est l'axe principal, qui va lui permettre à la fois d'accepter les charges de travail que l'entraîneur lui prescrit, enfin lui conseille, de manière à être performant. Une assiette, et là je rebondis un petit peu sur mon axe, l'axe médical. Une fois que la nutrition donc est théoriquement parfaite, voilà, nous médecins de l'équipe, on essaie de vérifier, savoir si cette assiette parfaite est suffisante pour avoir un athlète en bonne santé, un coureur en bonne santé, un coureur donc qui puisse supporter au long cours ses charges d'entraînement. Donc on a développé des marqueurs, c'est des marqueurs biologiques, des marqueurs au niveau sanguin, des marqueurs au niveau de l'intestin aussi, pour savoir donc si tu vas bien, quoi, parce que l'écueil du sportif de haut niveau, c'est la blessure et puis l'absence de performance, quoi, c'est-à-dire la fatigue non fonctionnelle, voire le surentraînement. Donc à nous, pour compléter le travail de Lucas, nous on développe au niveau médical des marqueurs qu'on fait 2 à 3 fois par an pour justement savoir si le coureur est en bon état, je dirais, pour subir ses charges de travail. Et puis il y a des fois, on est obligé d'arrêter, on est obligé de ralentir, on est obligé de faire couper. Par exemple, là, avant la fin de saison, on a fait des bilans et ces bilans, donc en fonction des perturbations qu'on constate, on préconise donc des dates de coupure, de vacances. Et il y a des coureurs qui ont besoin de 6 semaines, il y a des coureurs 4 semaines, c'est suffisant, en fonction de leur bilan biologique. Et puis la biologie aussi est complétée aussi par la charge mentale, parce que les coureurs, donc notamment nos leaders, ont une grosse charge mentale. Et ça, c'est important de le souligner. Et on a l'impression, en voyant les acteurs de l'équipe Groupama FDJ défiler ici, que en fait la force de votre équipe, c'est que tout le monde s'écoute finalement. C'est-à-dire quand il y a le médecin qui va dire ça, on va écouter, l'entraîneur qui va dire ça, on va écouter, le nutritionniste qui va dire ça, on va écouter. En fait, c'est ça, c'est ramener plein de pierres à quelque chose pour mettre un cocon autour du coureur finalement. C'est facile, ça a l'air facile en tout cas quand on vous écoute. Oui, c'est pas si facile que ça dans le concret, parce que forcément, on a des orientations, des idées différentes, quoi. Voilà, mais l'objectif reste la performance de l'équipe, pas forcément d'un cours, mais de l'équipe, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que oui, on arrive toujours à tomber sur un accord, et puis on respecte la décision de l'autre. Oui, c'est vrai que quand le médecin dit voilà, tel coureur, il sera pas apte à faire telle course, voilà. Bon, en général, il n'y a pas de discussion, quoi. Voilà. Lucas, je voudrais on écoute peut-être une archive qui date pas des années 90, mais qui parle des années 90, parce que pour faire justement la peau au pasta al dente, on va écouter Frédéric Guédon, qui a gagné Paris-Roubaix en 97, qui est directeur sportif dans cette équipe Groupama FDJ, raconter ce qu'il mangeait à l'époque. Quand j'étais coureur, il y avait une règle, c'était tu peux manger de tout sans excès. Donc ça, c'était bien. Alors quand moi j'étais à la maison, la semaine type, c'était beaucoup de légumes verts. Soit haricots verts, soit épinards. Et quand j'avais une grande sortie à faire, la veille, je mangeais des féculents comme du riz ou des pâtes. Et puis la veille de course aussi. Et puis le jour de course, c'était régler les 3 heures, bien sûr, avec une bonne plâtrée de pâtes et une viande rouge. Il y a eu une période, c'était viande rouge, et après, ça a été viande blanche. Mais les deux m'allaient bien. Donc voilà un peu ce que je mangeais quand j'étais coureur.
La nutrition d'aujourd'hui, pour moi, les bases restent les mêmes. Où il y a eu une grosse évolution, c'est le fait d'avoir des cuisiniers maintenant sur les courses qui permettent d'avoir des repas vraiment adaptés, hein, que ce soit pour avant ou après la course. Et des repas aussi tellement bien présentés, très variés, que ça permet aux coureurs d'avoir l'impression de pas se priver et de venir à table sans, je dirais, galérer comme on pouvait avoir avant, où il fallait se priver. Maintenant, ça passe beaucoup mieux. Et donc voilà, je pense que c'est là qu'il y a une grosse évolution au niveau de la nutrition. Bon, je me suis pas trop trompée. Ça va, Lucas ? Ça va, je m'en remets. Non, bah, pour le coup, il y a du vrai, du faux, mais il y a quand même un petit peu de vrai. J'aime bien. Au tout début, il dit, on essayait de manger de tout. Finalement, bah oui, on les encourage à manger de tout, et finalement, c'est la quantité qui va faire le poison. Mais comme on le disait tout à l'heure, on essaye de pas être dans la privation vraiment d'un athlète. Donc, il y a des choses, par exemple le fromage, les choses comme ça. Évidemment qu'on fait attention et que par rapport à la population lambda, nos athlètes vont être cadrés pour vraiment connaître l'utilité de chaque aliment et pouvoir raisonner des quantités. Mais par contre, on essaye pour l'aspect mental, que le coureur ne soit pas frustré tout le temps par son alimentation et qu'il puisse être équilibré. Donc, il y a quoi, par exemple, au repas le soir un soir de grand tour ? Il y a quoi dans l'assiette d'un coureur ? Il y a pas mal de trucs. Il peut y avoir des légumes sous différentes formes. Ça peut être des potages, ça peut être des crudités, etc. On essaye toujours d'avoir une belle variété, beaucoup de couleurs. Ce qui manque dans le discours de Fred un petit peu là, c'est... il parlait des années 90, c'est pour ça. C'est vrai. Il lui manque un petit peu finalement, on parle des fois d'une alimentation qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle remplit différents rôles. Les pâtes, en soi, il y a rien de grave, et ils mangent aussi beaucoup de pâtes chez nous. Mais les pâtes ont plus un rôle sur l'énergie, finalement. Le glucose qu'on va pouvoir mettre en réserve, faire des réserves énergétiques, etc. Mais c'est qu'une partie, finalement, de la nutrition. Et la nutrition doit remplir tout un tas de rôles qui sont bien différents. Et là où aujourd'hui on essaye d'aller plus loin, c'est justement d'avoir une alimentation fonctionnelle qui va réguler l'équilibre acido-basique, donc c'est-à-dire l'acidité que le corps il a emmagasinée. Ça peut être le rôle fonctionnel des graisses qui peuvent avoir des rôles sur la récupération, sur plein de choses. Donc l'assiette d'un coureur, un soir de grand tour, il va y avoir des légumes pour combattre toute cette acidité. Il va y avoir des protéines, donc ça peut être de la viande, du poisson, des œufs. Un dessert ? Un dessert, oui, il y a toujours un dessert, ouais. On a d'ailleurs des cuisiniers qui sont très très talentueux et qui arrivent à vraiment faire de très belles choses et des choses très très agréables en respectant des cahiers des charges. Donc oui, il y a entrée, plat, dessert avec toutes les familles d'aliments. Il y a aussi du fromage de temps en temps, il y a des fruits, il y a des produits sucrants pour le dessert pour qu'il soit appétant, et tout est une question d'avoir une vision globale. Nous, notre rôle, c'est de prendre du recul, concevoir le menu et de se dire ce menu va remplir tous les rôles qu'on souhaite que la nutrition remplisse, tout en gardant un aspect plaisir. Et je pense qu'on y arrive bien pour le moment. En tout cas, les coureurs mangent leurs assiettes, donc c'est bon signe. Et puis c'est sûrement différent aussi en course. Par exemple, est-ce qu'on mange la même chose quand on a des rôles différents en course ? Est-ce que le leader va manger la même chose que le coéquipier qui va, s'occuper pendant 50 km du début de course, par exemple ? Est-ce que ça en varie ou pas ? On va plus varier sur la course, parce que la nutrition, c'est pas que ce qu'on mange au repas, ça comprend toute la journée. Donc il y a la récupération, il y a l'avant-course et il y a aussi la course. Par rapport à leurs différents rôles, c'est vrai qu'on va surtout faire des mises en place différentes en course. Au repas, faut aussi comprendre que le cuisinier peut pas faire un menu par coureur. Le menu est le même pour tout le monde. Il peut y avoir des évictions, et là je rejoins Jackie dans le sens où parfois il peut mettre une éviction du gluten pour un coureur qui a un petit souci au niveau de l'intestin, ou des choses comme ça, où ponctuellement il va y avoir une mise en place spécifique pour ce coureur, parce que Jackie l'a recommandé sur une donnée médicale. Sinon, le menu va être le même pour tous, et ça va plutôt être la quantité qui va varier selon effectivement leur état de fatigue, la journée qu'ils ont eue, chacun entre eux. Et vraiment l'individualisation par rapport à la course, ça va plus être dans le moment présent sur la course finalement. Jackie, comment on faisait avant, quand il n'y avait pas de nutritionniste dans les équipes ? On se limitait, comme le témoigne bien Fred, on se limitait aux versions énergétiques de l'alimentation, c'est-à-dire on mettait du carburant pour les muscles et c'est tout. Et on s'est aperçu, comme le dit Lucas, que les aliments avaient des rôles fonctionnels beaucoup plus importants que ça. Et il y a juste une statistique qui est assez édifiante. Dans les années 80, une moyenne de carrière était environ 6-7 ans. Tandis que maintenant, on voit Thibaut arrête à 14 ans.
On a Mathieu Ladagneuse qui a arrêté à 17 ans et tout ça. Donc pourquoi ils sont capables de faire des... Voilà, c'est parce qu'on prend soin d'eux. Ils sont pas reconnaissants du tout, mais on prend soin d'eux, c'est évident. Non, plus sérieusement, donc on s'occupe beaucoup de la diversité. Lucas a parlé des légumes et tout ça, mais oui, ce qui est important, c'est d'assurer une alimentation variée de manière à ce que tous les besoins nutritionnels et micronutritionnels du coureur cycliste donc soient satisfaits. L'alimentation, elle a un rôle sur l'immunité, la gestion du stress oxydatif, la gestion du bon état du microbiote. Et ça, c'est un rôle dans quelques années. Je pense qu'on aura un concept complètement différent, à la fois de la santé du coureur et à la fois donc de la nutrition du coureur. Il y a un nouvel invité qui s'appelle le microbiote, la flore intestinale, autrement dit, donc qui a un rôle très important. On est en train de le découvrir et c'est vrai que nous, on a un partenariat donc avec un partenaire qui est spécialisé dans tout ce qui est probiotique, prébiotique et qui est vraiment très intéressant pour nous parce que ça nous aide à rétablir des situations. On sait que le fait de faire des efforts prolongés à 35-40 de température extérieure, ça provoque des épisodes de déshydratation. Il y a des souffrances cellulaires aussi bien au niveau intestinal qu'au niveau musculaire et on est obligé de prendre en compte tous ces micro-traumatismes, je dirais, donc ces souffrances donc viscérales diverses pour maintenir notre coureur en bonne santé. Et pour revenir sur la philosophie un peu de la nutrition, c'est vrai qu'il faut surtout pas qu'elle soit une nutrition de privation, mais au contraire un plaisir. Et je sais pas, peut-être qu'on a une des seules équipes où il n'y a pas de pèse aliments sur une table, quoi. Donc un soir d'étape sur un grand tour, non, il faut que ça soit un plaisir. Et on a des cuisiniers, comme le disait Lucas, qui sont très talentueux et qui font vraiment, nous, le staff, il y a des fois on voudrait bien manger la table du coureur tellement c'est appétissant, tellement c'est bien présenté. Franchement, il y a des fois je voudrais bien être coureur. Ouais, c'est chouette en tout cas d'entendre ça. Et puis Groupama, le sponsor de l'équipe, a mis en place l'opération Musette Groupama également. Est-ce que Lucas, tu peux m'expliquer ce que c'est ? Bien sûr, oui. Ça consiste finalement à faire appel à des agriculteurs qui cultivent leurs légumes et qui sont adhérents de Groupama. Par exemple, si on a un Paris-Nice ou quelque chose comme ça, si une étape, on loge à un hôtel qui est proche d'un de ces agriculteurs qui est adhérent de Groupama, on va mettre le cuisinier en contact et on va directement avoir une livraison de produits frais directement à l'hôtel pour que le cuisinier fasse son menu avec ces produits-là. Donc du coup, ça permet d'avoir plusieurs thématiques. Donc déjà, ça fait au niveau écologique, ça fait quand même forcément écho de nos jours. Donc ça permet d'avoir des produits locaux sans avoir toutes ces questions logistiques et de transport. Ça permet d'avoir des produits souvent qui sont bio, qui sont de qualité. Maintenant, c'est quand même important de faire attention à toutes ces choses-là dans l'alimentation moderne. Donc du coup, on est sûr qu'avec ce partenariat, on a des produits de qualité dans une cohérence éthique au niveau de l'environnement, etc. On a toujours eu des bons produits, ça a toujours permis de faire des très belles choses. C'est toujours des légumes de saison, des fruits de saison, donc il y a une vraie cohérence et pour le coup, on en est tous très contents et c'est vrai que ça permet d'aller vraiment au bout des choses dans la philosophie qu'on a d'une nutrition saine et maîtrisée, quoi. Ouais, on sent bien ça. J'ai une question inverse, qu'est-ce qu'on fait quand un coureur n'aime pas manger quelque chose ? On met toute l'équipe au régime de, je sais pas, s'il y a un coureur qui aime pas les navets, jamais de navets dans le... On l'oblige, hein. Non, bon, on contourne s'il y a vraiment une éviction. On a vu il y a quelques années un coureur qui était très allergique à l'arachide, par exemple, où on a quelques coureurs qui, effectivement, alors c'est pas les navets, mais c'est plutôt tout ce qui est crucifère. Il y en a certains qui ont vraiment du mal avec ça. On fait avec, et puis le cuistot, au moment où il fait son menu, il sait qu'il y a une assiette qui va pas comporter de chou romanesco, quoi. Mais bon, en général, on essaye de les amener à manger un peu de tout, et puis finalement, je pense. Nos coureurs, c'est des bons exemples pour Monsieur Tout-le-Monde, finalement, parce qu'ils ont vraiment une nutrition qui est souvent modèle et qui est souvent très, très saine, très diversifiée. Donc on croit des fois que les sportifs ont des nutritions à part, etc. Mais ils ont souvent la nutrition que devrait presque avoir Monsieur Tout-le-Monde et ils mangent vraiment de tout, ouais. Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ce que vous racontez, c'est assez intéressant, mais j'ai l'impression que le mot équilibre est quand même très important. L'équilibre psychologique, l'équilibre de l'assiette, l'équilibre médical. Vous allez me dire l'équilibre c'est la vie, c'est ça ? C'est exactement ça. L'athlète, il est performant. Quand il est performant, il est sur un fil de rasoir. Ça veut dire il est performant quand il a fait une grosse charge de travail. Donc la charge de travail, il faut qu'elle soit bien maîtrisée. Donc il faut qu'elle soit équilibrée.
il faut qu'il ait une alimentation, une nutrition, une hydratation qui soit équilibrée aussi, qui lui permette de supporter, donc, et qui ne mette pas en danger son organisme, l'équilibre, on va dire, homéostasique de l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déshydratation? Déshydratation répétée, ça fait des dégâts sur différents organes, notamment l'intestin. Et quand l'intestin donc est perturbé, on en parlait tout à l'heure, on a étudié des marqueurs pour savoir si l'intestin fonctionnait bien. Entre une assiette parfaite et les résultats de la biologie, les micronutriments qu'on a dans le sang, entre les deux, donc, il y a l'intestin. Si l'intestin ne fonctionne pas, vous avez beau avoir une assiette parfaite, vous aurez des déséquilibres au niveau sanguin. Donc, votre organisme, il va pas donner la pleine puissance de son potentiel, quoi. Voilà. Donc, il y a bien sûr. Et puis, surtout, encore une fois, donc, l'équilibre psychologique. Je pense que le facteur limitant de la performance, il est plus mental qu'autre chose, quoi. C'est pas musculaire. On a plein d'athlètes qui sont à peu près du même niveau, au niveau musculaire, au niveau fonctionnement. Par contre, le mental, il est très, très important. Le mental, il va dépendre bien sûr de sa vie personnelle, de tout ça, mais aussi de la vie de l'équipe. Et la vie de l'équipe, c'est quoi? C'est au niveau de l'ambiance, c'est au niveau du management, mais c'est surtout aussi au niveau de la maîtrise des charges de travail, quoi. Voilà. Et puis de la maîtrise des médias, de la maîtrise de tout ça. Je veux dire, on a fait, pendant le Covid, on avait fait une petite enquête dans notre équipe et on voyait que la charge mentale, la fatigue mentale était la première fatigue de nos leaders. C'était pas la fatigue physique. En gros, donc, ils étaient plus fatigués mentalement plutôt que fatigués musculairement. Et ça dépend aussi, c'est un équilibre. Alors, dans l'équipe, maintenant, on a un psychologue, on a des préparateurs mentaux et régulièrement, ils y ont recours. J'ai une question un peu directe, mais ça a été facile en tant que médecin, ça, de l'accepter? Non, pas du tout. Pas du tout facile. J'avais cette idée-là depuis très longtemps et on a saisi une occasion pour le mettre en place, mais parce que ça faisait pas partie des habitudes et au contraire, donc c'était vraiment quelque chose de difficile à mettre en place dans le cyclisme, dans tous les sports, hein. Dans le foot c'est encore pire, mais dans le cyclisme, et voilà, puis maintenant, c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de notre psychothérapeute ou nos préparateurs mentaux, c'est partie intégrante de notre équipe et c'est un pilier de notre performance aussi. Et je pense que c'est important aussi d'avoir cet aspect-là. Et aussi, l'alimentation, la nutrition au quotidien participe à l'équilibre mental, quoi, à la gestion de la fatigue mentale. Vous parliez du Covid, justement. Marc Madiot témoigne de cette période très compliquée, puisqu'on sait qu'en plus, la saison 2020, finalement, avait été complètement décalée, beaucoup de courses annulées. Donc, voilà, ça a été difficile aussi de gérer, j'imagine, le physique et le mental. On rappelle que la saison avait démarré en août, à ce moment-là, en 2020, alors que normalement, elle démarre en février. Et on va écouter justement le rôle des médecins de l'équipe Groupama FDJ, raconté par Marc Madiot à cette époque. On était mieux protégés à l'intérieur de la du Tour de France qu'on ne l'était dans la vie courante. Moi, je me souviens, à mon retour du Tour de France, de m'être senti, non pas en danger, mais je m'étais fait la réflexion à titre personnel, de me dire, finalement, j'étais mieux protégé quand j'étais dans la bulle du Tour que quand je suis à la maison, que je vais chercher ma baguette de pain à la boulangerie. Donc, vous voyez, c'est très complexe, c'est très difficile. La facilité, c'est de dire, ok, on quitte la course, on rentre à la maison, et on s'isole, mais pour pouvoir rentrer à la maison, vous allez être en annulation de train. Donc, je risque déjà de vous retrouver en situation de contamination potentielle. Donc, et dans la vie courante de chacun, dans votre foyer respectif, on est confronté à la situation, on peut être confronté à la situation Covid. Donc, on l'a tous connu plus ou moins de façon impactante dans les mois ou les années précédentes maintenant. Mais la bonne solution n'existe pas, si ce n'est qu'il faut avoir un peu de chance. Et mettre la chance de son côté en ayant les bons réflexes, à savoir tester au sein des équipes avant de se retrouver, tester si besoin est pendant les compétitions et respecter les gestes barrières le mieux possible. Quelle sacrée période vous avez dû vivre, hein, Jackie, parce que déjà, c'était compliqué pour tout le monde, mais on sait qu'en plus, un coureur cycliste peut tomber pas facilement malade, mais rapidement malade. Enfin, j'imagine que vous vous êtes tiré les cheveux. Je sais pas ce que vous avez fait, dites-moi. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, Lucas non plus. Hein. On s'est beaucoup tiré les cheveux, oui. Oui, c'était une période très, très difficile parce que on savait que, à la limite, notre sport était un petit peu en danger, quoi, parce que voilà, les coureurs, c'est en peloton. Nous, on est toujours dans le bus en groupe, donc on a une vie de groupe avec une potentialité de contamination très très importante. Donc oui, c'est vrai que comment on va reprendre et tout ça, mais je crois que tout le monde a bien collaboré, aussi, tout le monde a bien compris l'enjeu, aussi bien au niveau des organismes fédéraux, l'UCI ou la Fédé, ou bien sûr nous on a mis des tas de choses en place dans l'équipe. Vraiment, on a mis des tas de choses en place et tout le monde allait dans le même sens, quoi. Voilà, il y avait vraiment, c'était
très contraignant. On faisait 2 tests avant chaque course. C'était des tests très contraignants. On en a fait, mais on en faisait, je crois qu'en 2020-2021, on en a fait, je sais plus combien, 150 chacun, quoi, quelque chose. On avait le nez, qui était défoncé. Mais voilà, mais on est arrivé à gérer ça. Et puis après, il y avait tous les tests, toute la charge administrative pour gérer les tests, tout envoyer à l'UCI pour qu'on puisse prendre le départ, quoi. Voilà, donc c'était vraiment très très contraignant. Puis dès qu'on avait un coureur, oh là là, malade sur une course, oh là là, j'espère que c'est pas ça, quoi. Non, c'était vraiment très stressant. Fallait l'isoler tout de suite. Eh ben surtout, fallait faire des tests. Et puis, s'il était positif, il fallait qu'il parte. Et puis, il y avait des règles. Et l'équipe, au-delà de 2 personnes contaminées, elle était exclue de la course. Donc, c'était quelque chose de très, très contraignant, à gérer. Oui, c'était très... Ouais, personne n'était préparé. Mais je trouve qu'il y a une belle solidarité dans l'équipe. Je dirais dans le cyclisme globalement, quoi. Mais dans l'équipe surtout. Et tout le monde a joué le jeu. Personne n'a rechigné à faire des tests et tout ça. Ou à accepter de quitter un stage, de quitter la course ou de ne pas venir sur une course parce qu'ils étaient positifs, quoi. Voilà, tout le monde a bien compris. Finalement, ça illustre aussi, là je vais élargir le sujet, mais la pression que vous, en tant que médecin, vous pouvez aussi avoir, mais aussi en tant que nutritionniste, en fait. On se dit, voilà, le coureur doit être à 100% et forcément, il y a un lien très étroit avec la santé, avec l'assiette, on l'a dit, mais comment est-ce que vous vivez une forme de pression? Personnellement, je le vis pas. Je le vis pas comme ça. Au quotidien, non. Par contre, sur un grand tour, quand notre leader commence à être malade, je citerai personne, oui, là, c'était stressant parce que, voilà, on avait mis plein de choses en place. Un hygiéniste qui venait désinfecter toutes les clims, qui désinfectait le bus tous les soirs. On avait la nutrition qui était maximisée, je dirais, voilà. Et puis, quand on a un coureur, notamment notre leader, qui commence à être malade et tout ça, on se dit, purée, tout ça pour ça, quoi. Voilà. On se demande ce qu'on a loupé ou pas? Oui, forcément. On essaie de toujours chercher la petite faille oui. Et c'est ça qui nous a fait progresser énormément. Pour ne pas le citer, Thibaut nous a fait énormément progresser dans tous les domaines, aussi bien donc dans la prévention de toutes les infections, parce que c'est son facteur, sa petite épine qui l'a traîné quand même une bonne partie du début de sa carrière. Sur la fin de carrière, on avait trouvé quand même un équilibre et tout ça, mais on fait avec sa nature et tout ça. Il avait énormément de potentiel, énormément de qualité, mais il avait cette petite faille qui était son immunité. Et puis après, donc on a eu la gestion de sa blessure 2020. C'est pour ça que c'était une année très compliquée 2020, parce que il y a eu sa chute avec toutes les complications. C'est de là qu'on a mis plein de choses en place, notamment sur le gainage, la prévention des lombalgies. Et là, on a nos kinés qui travaillent quasiment tous les jours là-dessus, sur la prévention des lombalgies du cycliste, pour éviter un petit peu ce qu'on a connu avec Thibaut. Est-ce qu'on est obligé de passer par un exemple? Est-ce que c'est parce qu'on vit les choses qu'on trouve des solutions? Mais j'imagine que vous êtes aussi tout le temps en train de chercher ce qui pourrait arriver, en fait, et l'un et l'autre. Je peux vous dire qu'on fait des recherches. On essaie de collaborer avec des centres universitaires, avec des chercheurs dans tous les domaines. Voilà, donc c'est vrai qu'on est très orienté nutrition globalement et micronutrition. Donc là, on travaille un petit peu on a fait des tas de sujets de thèse. Par exemple, on a fait un travail avec l'université de Besançon sur la minéralité osseuse. On sait que nos coureurs donc ont un squelette beaucoup plus fragile. C'est lié à de multiples facteurs, notamment la gestion de la charge de travail, la nutrition, mais aussi l'intestin, quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la finalité de l'équipe, c'est que nos coureurs soient performants, mais pas au détriment de leur santé immédiate et de leur santé après la carrière. Donc on collabore beaucoup avec les universités. Nos coureurs, nos données de terrain servent de sujet de thèse de médecine, par exemple, ou de thèse de sciences, pour justement faire progresser, nous apprendre des choses et puis adapter et nous faire progresser dans la prévention de tous les écueils qu'on peut trouver donc de la pratique du cyclisme de haut niveau. Les gars? Ouais, je suis assez d'accord avec Jackie, en effet, ouais. Pour revenir à la question, c'est pas, du coup, tout ça, ça amène pas une pression, mais c'est vrai que du coup, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de mise en place. Et comme Jackie style les grands tours, il y a aussi, en nutrition, il y a beaucoup les classiques flandriennes, des courses comme ça qui se déroulent dans des conditions climatiques difficiles. Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Exactement, ouais, où il y a des périodes d'hôtel à gérer, où il y a vraiment des courses de 6 heures, 7 heures, enfin 6 heures et demie, avec des conditions différentes. Donc, quand on les accompagne de la meilleure façon qu'on souhaite, on vit pleinement la course finalement autant qu'eux. Donc il y a cette petite pression, mais c'est ce qui nous force aussi à toujours vouloir essayer d'améliorer les process qu'on met en place, d'améliorer le suivi. Et c'est nourrissant finalement pour toujours aller de l'avant. Et je trouve que c'est positif cette petite pression de vouloir bien faire, de vouloir bien les accompagner. Par exemple, les classiques flandriennes, vous changez le menu avant?
Le menu peut être un petit peu plus contrôlé. Il y aura c'est des courses importantes où il y a des blocs de 2-3 jours à l'hôtel à gérer. Là, ça va vraiment être important, de faire très attention au menu. Ça va être important de faire attention, par exemple, à des choses plus techniques comme les fibres ou les choses comme ça pour vraiment avoir une digestion qui est vraiment optimisée sur la période. Quand ils arrivent au départ d'une course de 6h30 avec des pavés, etc., il faut s'assurer vraiment que tout le système digestif soit apte pour avoir tous ces gros apports. Et puis même sur la course en elle-même, des fois il fait 5 degrés, il pleut, il y a 6h30. Il faut vraiment s'assurer que la nutrition sur la course se passe bien. C'est un petit paramètre dans tout un océan de paramètres pendant la course, mais c'est un paramètre qui, s'il s'écroule comme certains autres, peuvent finalement gâcher le résultat. Donc ouais, il faut être impliqué sur tous ces petits détails, et chacun dans notre corps de métier, on est quand même à fond derrière le coureur pour que tous ces petits détails soient bien maîtrisés. Et l'hydratation aussi, tu as un regard sur ça ? Ouais, du coup, c'est un vrai challenge sur ces courses-là. Encore une fois, par le froid, mais on met des choses en place. Par exemple, avec WinForce, on a une poudre énergétique qui se reconstitue avec de l'eau chaude. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui permettent d'avoir des boissons chaudes alors qu'il fait très froid, donc pour les réchauffer. On arrive aussi avec notre partenaire à vraiment créer des produits qui sont très riches en glucides que beaucoup d'autres marques et d'autres équipes nous envient, où on arrive à avoir des produits de qualité premium qui permettent justement d'avoir des apports très pratiques et très importants dans ce genre de conditions. Donc ça ramène aussi, Jackie disait que on travaille avec beaucoup de personnes qui sont experts dans leur domaine, etc. Par exemple, en nutrition, on travaille avec WinForce, qui est vraiment une marque qui est très avancée en nutrition, et il y a tout ce travail de R&D avec eux, où on réfléchit à des produits, et où finalement, quand tous ces petits détails s'accumulent et on arrive le jour de la course et tout ça se met en place, ouais, c'est quand même une petite pression positive, mais ça nous force toujours à vouloir s'améliorer. Et les coureurs, beaucoup de coureurs on a de la chance dans l'équipe où nos leaders sont aussi très impliqués dans tout ça, très dans l'échange, très dans la collaboration partout, et la confiance, et ça permet de toujours essayer de s'améliorer et d'aller de l'avant. Ouais. Jackie, j'ai parlé. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Je pense que tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, nous, on est challengé par nos coureurs, par nos leaders. Je veux dire, un coureur, il regarde jamais ce qu'on a fait pour lui. Il va regarder ce qu'on peut encore faire pour lui. Donc, et c'est normal. C'est normal, ça fait partie. Et on est là pour ça aussi. Hein. On n'est pas là pour dormir sur nos lauriers en disant voilà, on est bien. Non, on peut pas stagner, sinon on recule, quoi. Voilà, c'est le haut niveau, et c'est ça qui nous plaît, quoi, tous. Et c'est là où on se retrouve. Et c'est un beau challenge. Quand on n'a plus cette motivation, il faut changer de métier, c'est évident. Mais en tout cas, oui, on essaie de chercher. La performance, c'est régler des sommes de détails. Et des détails, on en a réglé déjà beaucoup, mais on en a encore plein devant nous. Et voilà. Et quand je regarde l'évolution de l'équipe, ça fait 8-9 ans que je suis dans l'équipe. Quand je regarde l'évolution qu'elle a prise, l'évolution constatée, c'est énorme. Voilà. Parce que il y a des équipes aussi, il y a des locomotives devant nous. Je veux dire, on peut pas dormir sur nos lauriers. Il y a des équipes. Je pense que sur quoi, par exemple ? Sur la qualité, la qualité. Par exemple, un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. Il y en a certainement beaucoup, mais le sommeil, par exemple, on voyait donc ils avaient des camions qui amenaient des matelas, qui amenaient tout ça, et nous, ça nous a challengé. On s'est dit mais oui, ils ont raison. Faut qu'on aille vraiment dans le détail. Et le détail, c'est la gestion du sommeil, c'est la récupération, puis la nutrition, là. Quand on a eu le témoignage de Fred tout à l'heure, mais là, c'était l'image caricaturale de la nutrition, et maintenant, on est vraiment dans le détail, quoi. Voilà. Donc, aussi bien au niveau de la surveillance que on a parlé un peu de tous les facteurs de la performance. Mais voilà, on est dans le détail maintenant. C'est un détail pour... Je vais pas paraphraser une chanson, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça n'en est pas. Surtout quand on joue du piano debout, n'est-ce pas ? On a les mêmes références, visiblement, Jackie, en tout cas. Jackie, on a parlé de la période Covid, qui n'avait pas été simple à gérer. Il y a d'autres moments qui ne sont pas faciles à gérer, j'imagine, en tant que médecin. Je pense par exemple aux chutes. Comment on gère ça quand on est médecin dans l'équipe, qu'on a un coureur qui chute, qui part à l'hôpital ? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, toi ? Alors, heureusement, on en a quelques-uns qui partent à l'hôpital, malheureusement, puis heureusement, donc, on les récupère dans le bus. Et là, il faut s'organiser tout de suite. On a structuré l'équipe de manière à ce que quand un coureur rentre dans le bus blessé, il soit pris en charge tout de suite, qu'il n'ait pas un moment d'errement dans son lit et tout ça, tout seul, à se dire je vais continuer, pas continuer. Non, on le prend tout de suite en charge. On a structuré l'équipe médicale au sens large du terme, avec des kinés, des ostéos, les médecins. Et là, le bus, c'est notre lieu où on fait les premiers bilans.
Et après, donc, on a des équipements. Et le coureur, quand il descend du bus, qu'il va dans sa chambre, il sait que voilà, il va être pris en charge par un tel. Il a un timing très précis. Ça lui évite, comme ça le rassure déjà tout de suite. Et puis donc, on fait les soins les plus rapidement possible. C'est là, on évite la formation d'hématomes, la formation d'œdème et toutes les complications potentielles. Donc voilà, faut les prendre en charge tout de suite. Faut réagir, quoi. Faut réagir tout de suite. Et puis après, donc, c'est vrai, quand ils sont malheureusement hospitalisés, qu'ils ont besoin d'une intervention, avec mes collègues, on a développé donc un réseau de correspondants un peu partout en France où on sait que là, on va avoir des chirurgiens, par exemple, qui vont être spécialisés dans le domaine et qui vont pouvoir les prendre en charge le plus rapidement possible avec. Mais il doit être énorme ce réseau, parce il y en a quasiment près de toutes les grandes villes, par exemple. Ah oui, presque, oui. Ah ouais. Oui. Mais on n'hésite pas à faire 300-400 km pour avoir le bon chirurgien au bon moment, quoi. Voilà. Oui, on a un réseau un petit peu. J'ai développé un réseau un petit peu partout en France pour avoir le chirurgien de l'épaule, le chirurgien du genou, le chirurgien de la hanche et tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Ça, c'est, j'imagine, aussi très rassurant, en fait, du coup. J'espère, c'est rassurant pour le coureur. Pour moi aussi, parce que je sais au moins qu'on va confier le coureur dans de bonnes mains et voilà, c'est rassurant pour nous. On sait qu'on optimise, on met tout en place pour optimiser la récupération, ouais, c'est clair. Lucas, Jackie, tout à l'heure parlait de la recherche avec les universités, etc. Est-ce que toi, tu as une manière de te documenter au quotidien, de t'inspirer de choses au quotidien ? Ouais, bien sûr, ouais, ça fait partie intégrante de mon travail, mais aussi je pense, les entraîneurs, les médecins, enfin tout le monde dans chacun de son domaine va faire une petite veille scientifique pour justement rester à la pointe, comme Jackie le disait, on est dans un milieu qui est challengeant quand même, où faut faire ce qui se fait de mieux. Donc en nutrition, il va y avoir plusieurs axes. Il y a forcément l'axe des produits énergétiques, donc où c'est un marché qui a beaucoup évolué en 3-4 ans. Pour les plus expérimentés, ça parle en grammes par heure, en choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui a explosé en 3-4 ans. Et là-dessus, on a la chance d'avoir une presque carte blanche avec WinForce pour développer des produits qui sont adaptés, techniques, modernes, etc. Donc il y a tout ce travail sur avoir le bon partenaire nutrition. Après, il y a le travail sur comment utiliser ces apports à l'effort et en récupération et comment gérer les repas. Par exemple, on a aussi fait du travail glycémique. Certains petits constats de terrain, on a essayé de les challenger avec du ressenti de nos athlètes, essayer de mettre des corrections en place, voir si voilà des nouveaux produits ou des nouveaux gels, moins doser le bidon, plus doser le bidon, manger à une bascule ou plutôt prendre le gel en bas des cols et puis au sommet, etc. Ça pouvait changer des choses. On a vraiment challengé ça. Les coureurs ont été très impliqués dans tout ça. Et ça nous a permis de faire des constats de terrain, de faire des corrections, puis de faire des mises en place où ça nous permet d'orienter la nutrition de les athlètes sur le vélo. Ça nous a permis de comprendre que plus que les idées qu'on a dans la formation scolaire, on peut aller un petit peu plus loin avec comment bien réguler un repas en récupération, vraiment les enjeux en quantité, en qualité qui permettent à chacun individuellement de bien finalement récupérer, refaire du glycogène et non pas de faire du gras ou d'avoir faim 2 heures après. Donc ça nous a permis de vraiment rentrer dans l'individualisation des athlètes, comprendre leurs besoins, comprendre à chacun comment eux pouvaient s'impliquer et les former en fait pour être autonome. On a toujours eu une vision où il y avait beaucoup d'échanges avec l'athlète, beaucoup de partage de data. Quand on est comme ça, on essaye de les impliquer pour que eux s'approprient aussi le modèle et que tout ce travail un petit peu de recherche puis puisse, si eux sont partie intégrante, nous aident et sont acteurs, finalement ça nous permet nous d'aller plus loin, de comprendre et finalement d'en sortir quelque chose de plus beau. Donc ouais, il y a un vrai travail de recherche entre guillemets comme ça. Alors c'est pas toujours des vérités scientifiques, etc. Mais on avance et on se fait nos idées, on tente des choses et aujourd'hui on a une nutrition d'effort qui est, je pense, très développée dans le système World Tour et qui permet d'avoir des vraies stratégies nutritionnelles individualisées pour chacun de nos coureurs selon leur rôle, selon la course. Ça, c'est grâce à des partenariats, grâce à des personnes qu'on a rencontrées qui nous ont aidés dans des domaines et qui sont vraiment à la pointe de leur domaine, quoi. Ouais. Tous ensemble, une équipe, un vrai peloton fourni. J'ai encore 2 questions pour vous, messieurs. La première est assez large, mais quand vous pensez à votre métier, et l'un et l'autre dans, 5-10 ans, est-ce que vous voyez des choses qui vont s'ajouter ? Par exemple, est-ce que vous arrivez à imaginer comment peut évoluer vos perspectives, vos difficultés ? Est-ce que c'est simple d'imaginer ça ? Ma réponse à chaud comme ça, donc ça va être orchestrer un petit peu toutes ces nouvelles voies d'exploration et tout ça. Il faut garder un petit peu raison, pas partir un peu dans tous les domaines et puis absolument s'arc-bouter sur un détail alors qu'on va négliger quelque chose d'essentiel derrière. Ça va être une harmonie entre tous ces nouvelles données. Et je pense que le bon timing, ça va être d'harmoniser, équilibrer. Voilà, c'est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre.
équilibrer donc toutes ces nouvelles données. Il y en a qui sont importantes, il y en a qui sont un petit peu moins importantes. Il y en a qui sont importantes à un moment de la saison. Il y en a un moment, il faut relâcher un petit peu la pression et puis laisser le coureur un petit peu s'approprier un petit peu sa performance. C'est vrai que voilà, le maître mot, je pense que ça va être harmoniser tout ça, équilibrer tout ça. Voilà, je vois bien. Mais c'est vrai qu'on va rentrer de plus en plus dans le détail. Là, on a des données donc au niveau du fonctionnement cellulaire. Là, on est en train de faire un travail sur l'étude du polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre de manière comment travaille comment fonctionne l'organisme de notre coureur, quoi. Voilà, c'est-à-dire le but, c'est de savoir individualiser. Lucas a bien cité plusieurs fois le mot individualiser, mais c'est vraiment le maître mot, individualiser leur nutrition, individualiser leur complément alimentaire. On sait qu'on a besoin de probiotiques pour réparer un petit peu toutes les petites souffrances de la flore intestinale et tout ça, puis des tas de compléments d'antioxydants et tout ça. Et le but, on va comprendre comment fonctionne notre coureur de manière individuelle et on va l'aider donc à supporter ses charges de travail de manière à aller un petit peu plus loin. Mais je dirais, oui, sans que ce soit robotisé en fait. Au contraire, donc, encore le maître mot, c'est la santé, quoi. La santé aussi bien physique que mentale, que psychologique. Et il faudra harmoniser un petit peu tout ça. Voilà, moi je vois bien l'avenir de mon métier dans ce sens-là. Ouais. Lucas ? Et oui, je rejoins forcément Jackie. Je pense que la nutrition, c'est un paramètre qui est dans un océan de paramètres. Comme disait Jackie, il y a le polymorphisme génétique, il y a l'intestin, etc. Si je reprends l'exemple de Fred Guédon qui nous parlait de sa nutrition, c'était très archaïque sur le rôle énergétique. Et finalement, plus on avance et plus on se rend compte que la nutrition a des impacts différents. Le microbiote, ça commence à être bien documenté aujourd'hui. Il y a des sources d'interrogation, par exemple, des choses qui sont moins documentées, qui toi te... Oui, par exemple, ce que disait Jackie, là, le polymorphisme génétique, par exemple, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on va essayer de découvrir et qu'on va essayer de comprendre comment la nutrition peut réguler ces choses-là aussi et comment on peut mettre en place des choses qui vont dans le bon sens pour la santé et in fine, du coup, la performance de nos athlètes. Donc, je pense que ça va être d'être ouvert d'esprit par rapport à toutes ces données pluridisciplinaires et pouvoir les intégrer, en tirer le meilleur et pouvoir trouver la juste place de la nutrition tout en gardant l'athlète au centre et du coup, l'équilibre, justement, pour pas plus, c'est pas toujours mieux, quoi. Ah, pas mal aussi cette phrase. Donc, équilibre, harmonie et ouverture d'esprit. On a dit, voilà les maîtres mots. Mais c'est sûr, et tout ce qu'on constate, on sait maintenant, par exemple, que le microbiote du cycliste, il est différent du microbiote du joueur de football, oui, du joueur de rugby ou de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. In fine, on va servir de nos données, de nos constats chez le sportif de niveau pour l'appliquer à Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Et notamment dans le cadre du sport santé, qui est vraiment quelque chose d'important dans notre société. Le sport santé, qui se développe de plus en plus. Qui se développe de plus en plus, et heureusement, parce que c'est un facteur important de la santé. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va se servir autant que nos fabricants de cycles se servent de la haute technologie où la Formule 1 sert à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, et bien autant donc nos constats de santé, nos constats de performance chez nos cyclistes de haut niveau, on va s'en servir, on va le décliner aussi à Monsieur Tout-le-Monde. Oui, c'est ça. Les exemples et les modèles toujours. Vous êtes des passionnés de cyclisme et l'un et l'autre. Ouais, un petit peu, ouais. Que je vais terminer par une question. Quelle est la course que vous rêveriez de gagner avec l'équipe Groupama FDJ ou de voir l'équipe Groupama FDJ gagner? Qui veut commencer? Les deux fumons regard. Ah non, Lucas, c'est à toi. Ah ouais. Parce qu'on réfléchit, c'est pour ça. Ouais, je dirais peut-être Paris-Roubaix quand même, ouais. Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, j'ai le droit à deux réponses. C'est incroyable, je suis surprise. Oui, bien sûr, mais ça défile, hein. Ok. Ouais. Mais c'est vrai en plus dans le paramètre nutrition, c'est intéressant, c'est des courses qui sont très très prenantes et c'est différent d'une course à étapes, mais c'est très très beau. C'est deux monuments en plus. Jackie. Moi, je dirais le Grand Prix de Besançon, parce que c'est vraiment par pur chauvinisme. Non, plus sérieusement, ça reste, je vais être très classique, hein, ça va être le Tour, voilà, parce que on l'a approché avec Thibaut, on l'a approché, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il avait, lui-même le reconnaît, il avait les jambes certainement pour faire quelque chose de très bien en 2019. Ça reste pour nous à la fois le Graal, voilà, donc parce que ça galvanise. Ça galvanise, et puis c'est quelque chose sur c'est un épisode tous les jours, voilà, c'est pas, alors, les classiques sont belles, évidemment, si on va gagner, on va cracher dessus, évidemment, mais ça sera une vraie joie. Mais voilà, c'est un effort répété tous les jours. Donc ça veut dire que chacun a fait vraiment son travail aussi. Le coureur, son talent, et bien sûr. Mais nous, à chacun à notre poste, on a fait notre travail pour pouvoir amener notre coureur à supporter toutes ces charges de travail, ces répétitions d'efforts intensifs pendant 21 jours. Voilà. Je crois que ça serait certainement
la plus belle satisfaction, quoi. Merci beaucoup Lucas Papillon Merci et Jackie à toi. Maillot. Je me suis régalée, j'ai appris beaucoup de choses et je vais rentrer dans un mode de vie très très sain maintenant grâce à vous. Voilà, merci pour ce podcast Merci à vous. de Face à Face par Groupama. Merci. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.